l'hebdo des régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'hebdo des régions. Toutes les semaines à 11h pétantes, on fait le tour de tout ce qui se passe sur la planète promotion, les infos, les actus, les chiffres. On fait un focus sur une région pour animer cette émission. Je suis en compagnie de Fanny Bourdin. Bonjour Fanny. Bonjour Fabrice. Alors qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro et surtout, où va-t-on cette semaine ? Donc chaque semaine, vous le savez, nous nous rendons avec notre partenaire, la FPI, dans une région de France différente. Nous allons échanger avec les acteurs du secteur de la promotion dans la région. Aujourd'hui, nous serons en direct avec la région Nouvelle-Aquitaine. Nous allons parler des problématiques entre les acteurs de la construction et les nouveaux élus dans toute la région. Vous verrez, certains sortent leur épine du jeu, Fabrice. Nous allons en parler avec nos invités. Alors tout de suite, Arnaud Roussel-Provost, le président de la FPI, va nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Pascal Thibault, le vice-président Sud-Aquitaine également. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Edgar Valero, le vice-président La Rochelle, il sera par téléphone. Edgar, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour. Et Hervé Lapastour, le directeur régional des FAGE Immobilier. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Le thème cette semaine, stigmatisation du logement neuf dans la région Nouvelle-Aquitaine. Un thème effectivement qu'on a choisi, qui est vraiment d'actualité dans cette région où voilà, eh bien, est-ce qu'on peut encore construire en Nouvelle-Aquitaine ? On va le voir tout de suite. L'hebdo des régions, c'est parti. L'hebdo des régions avec la Fédération des promoteurs immobiliers. Arnaud Roussel, bonjour. Donc, on est avec vous déjà depuis quelques secondes. Donc, quelles sont les difficultés rencontrées par les promoteurs aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine ? Non, des problèmes de logement, évidemment, mais qui ne sont pas vraiment nouveaux. Ce sont des problèmes que je résumerai en disant qu'on a affaire à une vague de malthusianisme urbain de la part des élus. Comme vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine est très attractive. Elle fait partie de l'arc atlantique, dans ces régions qui accueillent beaucoup de population, avec une forte appétence de ceux qui viennent de l'extérieur, mais également la volonté de certains de se rapprocher des métropoles. Et on a constaté depuis le deuxième semestre 2018 que beaucoup d'élus ont dû déplorer un problème d'acceptabilité des populations qui habitent déjà sur le territoire par rapport aux projets nouveaux. Voilà. Donc, l'élection municipale de 2020 approchant, eh bien, on a dû déplorer malheureusement un certain nombre de postures d'élus nous disant « écoutez, attendez les élections, ne déposez pas vos permis de construire » et on a trop construit sur Bordeaux. C'est quelque chose que l'on a beaucoup entendu. On l'a entendu aussi sur La Rochelle, on l'a entendu sur le Pays Basque, mes confrères en parleront tout à l'heure. Mais cette posture de dire qu'on a trop construit qui en fait ne correspond à rien puisque comme on est en zone tendue, il y a une très forte demande de logements neufs sur notre territoire qui aujourd'hui n'est pas satisfaite. Et pour vous donner un seul chiffre qui permet de voir quelle est l'ampleur de ce que j'appelle un effondrement du marché de l'immobilier neuf, en 2017, qui était une année effectivement assez exceptionnelle en termes de production, nous avons fait 5700 ventes sur le secteur de la métropole bordelaise. Malheureusement, on vient sur les 12 derniers mois de passer en dessous des 2500 logements. Donc on peut véritablement parler d'un effondrement du logement neuf et d'un assèchement. Bordeaux est asphyxié ? Alors, asphyxié par quoi ? Par les populations qui arrivent ? Non, je ne le pense pas. Il y a pas assez, il y a trop peu de construction aujourd'hui. Ah oui, asphyxié effectivement par l'absence de permis de construire et avec une évolution des mentalités où aujourd'hui, très clairement, il y a énormément d'élus qui affichent sans vergogne le message suivant: nous n'avons plus besoin et surtout plus envie de construction de logements neufs sur notre territoire, en invoquant différents arguments qui ne tiennent pas la route lorsqu'on fait l'analyse de la démographie et des besoins du territoire. Pascal Thibault, comment ça se passe chez vous dans le Sud-Aquitaine ? Est-ce que c'est la même problématique ? Alors c'est la même problématique et sûrement depuis plus longue date. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture d'aménagement au Pays Basque et la décision politique est sûrement plus éclatée que ce qu'elle a pu être en Gironde, en tout cas sur les 10 dernières années. Donc on a la même problématique de forte tension sur la construction,
Alors pour une raison, à mon avis, simple, c'est que la politique n'a jamais été expliquée à la population. Elle est plutôt subie. Hein, on a vécu pendant 10 ans sur un rythme assez élevé, mais dû à une production de logements sociaux. Hein, la construction, le moteur de la construction neuve, c'était le quota de logements sociaux. Hein, le Sud-Aquitaine était très en retard sur le quota SRU, hein, qui était de 20% dans un premier temps, 25% dans un second. Et on va dire que cet essor immobilier était plutôt dû au rattrapage sur ce quota. Donc on n'a jamais expliqué à la population pour qui et comment construire. Donc partant de ce constat, aujourd'hui il y a effectivement un rejet de la construction qui est certain et qui est traduit par les élus par effectivement un blocage des permis, un gel des études d'urbanisme, etc. Voilà. Or, quand on discute un petit peu avec les locaux, ils veulent un peu tout. Ils veulent malgré tout pouvoir se loger dans des bonnes conditions, à des prix acceptables, mais accueillir quand même une population extra-locale avec fort pouvoir d'achat, mais de ne pas subir les contraintes des grues, mais de ne pas trop bétonner. Bon voilà, on veut tout. Le problème, c'est que répondre à ce tout n'est pas possible. Hein. On veut aussi sauvegarder l'emploi dans la mesure du possible. Voilà. Du coup, ça amène une tension qui est totalement énorme sur le secteur. À l'arrivée, on a un stock qui n'a jamais été, à ma connaissance, aussi bas. Hein. On est à moins de 5 mois de stock, avec évidemment une conséquence qui est l'inflation des prix. Hein. Tous les ans, on pense atteindre le sommet et puis on le dépasse. Voilà, donc ça pose d'énormes problèmes. Exemple justement de prix dans le Sud-Aquitaine, sur la côte ou ailleurs? Alors on va dire que côte landaise et basque, on dépasse maintenant allègrement les 5 000 euros. Hein. Biarritz arrive sur des projets haut de gamme, on a 10-12 000 du mètre carré habitable. Bon, ça reste une niche, hein. Mais je veux dire, au-dessous de 5 000 sur la côte, ça devient compliqué. Et le rétro-littoral se rapproche assez facilement des 4 000 euros du mètre carré, ce qui devient un petit peu compliqué pour le pouvoir d'achat local. Voilà. Pardon. Évidemment. Edgar Valero, vous êtes avec nous par téléphone. Vous vivez quelque chose de totalement différent, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans votre région vers La Rochelle? Déjà, une différence notable au niveau de la psychologie des élus et récemment élus, et nous, anciens élus reconduits, hein, c'est une certaine appétence pour l'immobilier. Le maire de La Rochelle, étant un ancien entrepreneur, fait le lien direct entre manque de logement et difficulté de développement des entreprises à La Rochelle. Donc il y a vraiment une image assez positive de la fabrication de logements et des promoteurs, disons-le. On n'est pas des pestiférés. Par ailleurs, il n'y a pas un diktat écologique. Il y a des très grandes ambitions écologiques à La Rochelle avec un mot d'ordre qui est La Rochelle zéro carbone en 2040, donc en gros 10 ans avant tout le monde, qui est un enjeu assez exceptionnel et qui normalement devrait nous mobiliser tous de manière intense. Mais à l'instant T, il n'y a pas encore une fois de révision totale de la copie sur les objectifs de production ou les mécaniques qu'on met en œuvre pour freiner la production comme à certains endroits. Hein. Mais vous, on est assez préservé sur l'arrière-plan politique. Mais vous particulièrement, Edgar, en plus vous êtes un promoteur engagé, vous êtes engagé dans le développement durable. Non, je crois qu'avec votre société Eden Production, vous avez déjà pris ce pari-là. Ça fait 12 ans effectivement que Eden milite pour du logement plus vertueux au niveau environnemental. C'est dans l'ADN de l'entreprise, c'est dans mes propres gènes, donc c'est pas un gros effort. Hein. De toute façon, moi j'avais le choix entre ministre de l'Environnement et promoteur, donc j'ai choisi promoteur. Quitte à avoir un pouvoir autant qu'il soit faible mais opérationnel, pour au moins essayer au quotidien d'être en phase avec à la fois ses idéaux et une. Mais du coup, que doivent faire les autres? Parce que vous êtes un peu avant-gardiste sur ce sujet-là. Comment ils doivent se comporter si vous aviez un conseil, Edgar? Faites comme nous, mais restez légèrement en retard par rapport à ce qu'on est en train de faire. Alors, en étant plus prosaïque, c'est surtout ne pas freiner des cas de faire cette tendance, parce qu'elle est à la fois irrémédiable et extrêmement intéressante et positive. Donc, il faut surtout voir le positif de ce qui est en train de se passer. Le positif, c'est d'abord nous repositionner dans notre rôle de créateur, au sens large du terme. Hein. Le promoteur, c'est en finale un financier, mais c'est avant tout un homme de création. Et ce qui est devant nous, c'est à créer, inventer une autre société avec d'autres manières de faire et de fonctionner, et avec, pour le bâtiment,
un énorme travail de révolution à la fois des méthodes, des pratiques, des techniques qu'on utilise et pour finir peut-être de l'ambiance dans laquelle on travaille. Je ne sais pas si autour de la table virtuelle tout le monde partage cette impression, mais le bâtiment depuis des années, depuis des décennies, est un pan de la société qui stagne d'un côté. C'est le seul pan de l'activité, on peut dire industrielle. On fabrique des objets quand même assez complexes, hein, qui n'est pas progressé en termes de productivité et pour lequel tous les acteurs, du chef d'entreprise au plaquiste sur le chantier, se plaignent de la qualité de vie au travail. On a parlé un peu, excusez-moi de vous couper, mais on parle un petit peu de toutes les régions, de toute la région Nouvelle-Aquitaine. On va parler un petit peu avec Monsieur Lapastour aussi, qui est le directeur régional d'Eiffage Immobilier. Bonjour Hervé. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Quelle est la posture aujourd'hui des grands promoteurs dans la région? Comment ça se passe? Alors nous, pour rejoindre les propos d'Edgar, on a la particularité d'être promoteur, mais d'être constructeur. Donc on est une branche d'Eiffage Construction. Donc tout ce qu'a dit Edgar, on le partage. C'est-à-dire que on est à la fois promoteur, créateur d'opérations, mais on a le sens, nous, de construire avec nos propres structures nos projets. Donc on retrouve là, on n'a pas essuyé les plats parce qu'on a fait un projet en bois, donc on a mangé un peu la sciure, mais sur Atlantique, on a essayé de prendre le virage du bas carbone. Donc il y a des équipes plus restreintes comme Edgar qui est assez souple et qui le fait depuis une dizaine d'années. Nous, on s'y met maintenant. Donc on a à la fois créé un projet et appris à reconstruire en bois, à former des jeunes, des équipes nouvelles. Ça a permis aussi au groupe d'acheter une usine de bois. Donc aujourd'hui, on prend ce virage. Donc on ne fera pas tout en bois à partir de maintenant, mais je pense qu'il y a une partie de notre production où on doit anticiper les projets bas carbone et les objectifs environnementaux. Donc c'est une bonne expérience aussi. Et je partage l'avis d'Edgar que c'est hyper important de garder cette culture de construire bien, de qualité. Vous avez un gros projet là-dessus, Hyperion, je crois, c'est ça? Oui. 66% de la structure est en bois, je crois, c'est ça? Oui, le principe en fait, le cahier des charges qui avait été imposé d'Euratlantique il y a maintenant 4 ans, l'appel à projet, hein, c'était de faire une opération un peu phare. Donc, ils étaient partis sur un immeuble de grande hauteur pour donner un signal, un point de départ de toute cette opération. Et donc, le but, c'était d'utiliser du bois en structure primaire à hauteur de 66% du volume à construire. L'idée, c'était de ne pas faire un ouvrage avec une matérialité bois apparente, hein, puisque c'était pas ça qui était recherché, mais c'était vraiment d'utiliser la matière première. Donc, l'engagement, c'était d'utiliser du bois de Nouvelle-Aquitaine. Donc, tout le bois vient de Corrèze, qui a été assemblé sur la Corrèze et les Charentes-Maritimes aussi. Et donc, on a préfabriqué et posé. 50 mètres de haut, cette tour. Et je crois que ça a été assez compliqué, justement, parce que vous n'avez pas pu mettre du bois partout, en hauteur. Il y a une histoire un petit peu comme ça, non? On avait la possibilité d'utiliser donc 66%. Donc l'idée, c'était pas de tout faire en bois, puisque la complexité d'une tour, c'est, pour pas rentrer dans les détails, mais on est dans un territoire avec de la sismique, de la grande hauteur et tout. Donc on avait proposé de faire un noyau dur, c'est-à-dire cage d'escalier, ascenseur en béton, et de construire tous les planchers autour. Donc on a fait plancher, structure verticale en bois. Et les façades mobs, donc des façades qui ont été préfabriquées dans une usine qu'on a acheté et formé nos compagnons. Et donc, on a fabriqué, c'est tombé en plus pendant le Covid, donc on avait juste fabriqué tous nos panneaux juste avant la période de confinement. Et du coup, on a monté cette tour pendant les 2 mois et demi du confinement, puisqu'en 2 mois, on a monté les 16 étages. Arnaud, j'ai une question à vous poser là-dessus. Comment vous pensez qu'on peut sortir du tout béton aujourd'hui? Alors, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui est extrêmement complexe. On a l'impression, avec l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux élus, que tout à coup, on découvre la transition écologique. Edgar l'a rappelé, et Hervé également, ça fait 20 ans que la profession, et là je parle de l'ensemble de la filière du bâtiment, réfléchit à des solutions qui permettent effectivement de sortir petit à petit. Alors sortir du tout béton, ça ne me semble pas être la solution. Et là, votre question résume assez bien le problème français. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on oppose des systèmes. On oppose le logement social au logement libre, on oppose les opérateurs privés aux opérateurs publics, on oppose le bois au béton. Je crois que la vraie intelligence,
c'est d'avoir une offre totalement diversifiée, avec bien évidemment la nécessité, et ça, toute la filière en a conscience, d'introduire de plus en plus de matériaux biosourcés, de faire des bâtiments qui soient bioclimatiques, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, mais qui n'existe pas que dans le secteur du bâtiment, une prise de conscience générale, y compris de nos clients, sur la nécessité d'accélérer ce processus sur lequel l'ensemble de la filière, encore une fois, réfléchit depuis plusieurs années. Donc, des exemples comme la tour Hyperion, qui a été plusieurs fois primée et qui a fait la fierté de la FPI Nouvelle-Aquitaine, ce sont des exemples qui sont porteurs. Tout ce que fait Eden Promotion aussi est extrêmement porteur. Nous, tous les opérateurs, nous réfléchissons avec nos bureaux d'études, avec les entreprises. Simplement, je crois qu'il faut accélérer cette transition écologique dans nos façons de construire. Mais il faut également faire attention à la nécessité de respecter nos modèles économiques. Donc c'est toute l'industrie qui doit se mettre à notre service, toute l'industrie du bâtiment, qui, comme le disait Edgar, n'est pas suffisamment en pointe encore là-dessus. Il faut accélérer, il faut accompagner. Mais si c'est pour rajouter 300, 400 ou 500 euros du mètre carré de coûts de construction, on va arriver à un phénomène qui ne sera pas vertueux, qui est un phénomène où le prix de l'immobilier va encore monter, et on sait très très bien qu'on est arrivé à des niveaux qui sont d'ores et déjà inacceptables pour l'essentiel de nos clients. Donc c'est l'ensemble de la filière qui doit s'y mettre, et je pense que l'État et les collectivités doivent effectivement faire office d'aiguillon pour que tout le monde s'y mette, et que les industriels notamment nous offrent des possibilités permettant à prix équivalent d'introduire des matériaux biosourcés, et notamment du bois. Mais dire aujourd'hui qu'on va supprimer la totalité du béton, ça n'est pas sérieux, puisque le béton a également des vertus, et que c'est difficile techniquement, en effet. Arnaud Roussel-Provost, on sort d'une année quand même extrêmement compliquée, année 2020. Alors avant l'année 2020, on sait qu'il y avait cette année d'élection, donc tout s'arrête. Vague verte qui amène effectivement une nouvelle gouvernance à Bordeaux, un maire qui promet une revue de l'ensemble des projets, et du coup un gel de ces projets. C'est vrai que c'est une année pas facile pour la FPI Nouvelle-Aquitaine. Où en est-on justement de cette revue de projet? On imagine que peut-être les projets les plus justement biosourcés, écolos, bas carbone, vont tirer leur épingle du jeu. On l'a vu avec nos deux grands témoins. Où en est-on justement de cette revue de projet? Est-ce que vous avez déjà des éclaircissements? Est-ce que vous avez une feuille de route pour 2021? Alors, il y a eu plusieurs messages qui ont été envoyés. Juste après les élections, la mairie de Bordeaux a fait savoir qu'il y aurait un moratoire sur les opérations de construction. Ce terme n'est plus utilisé. On a entendu parler d'un inventaire de ce qui avait pu être fait, et je crois que effectivement les permis qui étaient obtenus ont pu être lancés. Il y a malgré tout, dans ce qu'on appelle l'urbanisme négocié, une volonté de faire évoluer certains projets dont les permis de construire avaient été d'ores et déjà délivrés. Et c'est évident que sur tous les projets qui étaient en cours d'analyse, eh bien, il y a un accent qui est mis sur la nécessité de plus de végétalisation, de bâtiments qui soient moins importants. On parle beaucoup de la taille des opérations. Il y a eu des opérations où il y avait 200, 250, 300 logements, avec la volonté de faire de plus petites opérations. Ça, c'est une feuille de route politique que nous acceptons, que l'ensemble de la profession accepte. Simplement, le message que l'on veut faire passer, c'est que nous sommes d'accord pour construire mieux. Nous sommes d'accord pour intégrer notamment de la végétalisation dans nos opérations. C'est vrai que Bordeaux a malheureusement un passé de ville très minérale qui ne correspond peut-être plus à ce qu'attendent nos clients. On a des problèmes de réchauffement climatique. On sait que lorsque l'on intègre du végétal dans certains quartiers, on arrive à faire baisser de 5 degrés la température ambiante. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont positifs, et on est prêt à accompagner ça. En revanche, là où on tire la sonnette d'alarme, c'est que nous ne souhaitons pas que cette volonté de transition écologique dans le bâtiment soit un prétexte pour ne plus construire de logements. Et moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, dans tout ce que je vois, dans tout ce que je lis, c'est qu'en fait, on ne parle plus de logement. On parle de construction, on parle de crise climatique. Et quand on ne parle plus de logement, on ne parle plus des hommes. Et ça me semble extrêmement dangereux sur le plan sociétal, puisque quand on crée la pénurie de logement, eh bien on met toute une population en difficulté, et on sait très bien que le logement est un axe essentiel de la cohésion sociale, et je vais même plus loin, de la paix sociale. Si l'on crée la pénurie sur le territoire, on va revoir surgir des phénomènes comme celui des Gilets jaunes, parce que, je vous donne qu'un chiffre,
sur la Gironde en 2020, il y a 60 000 familles qui sont en attente d'un logement social. Et moi, je pense qu'on doit remettre l'humain. Le président Macron, d'ailleurs, l'a dit il y a quelques jours, interrogé par des apprentis journalistes de l'École normale supérieure. Il a dit la crise climatique, c'est effectivement quelque chose d'essentiel, mais nous ne pouvons pas sacrifier les hommes et on ne peut pas sacrifier la population sur l'autel de l'écologie. Et ça, c'est un discours que nous partageons en effet. Évidemment, c'est l'humain, on y revient toujours, et surtout avec une crise sanitaire comme on connaît, on voit que ce logement est vraiment un bien et un besoin essentiel. Pascal Thibault, c'est vrai que la problématique est peut-être un peu différente dans le sud d'Aquitaine, mais c'est vrai qu'on voit, vous l'avez dit, les prix grimper de plus en plus. C'est aussi une pression pour les locaux. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, il n'y a pas la même densité économique aussi, les mêmes niveaux de revenus. C'est un peu dur de courir justement après cette inflation quasi permanente depuis quelques années. Comment on résout l'équation quand on est bloqué justement après sur l'extension de la promotion immobilière? L'équation ne peut se résoudre qu'en concertation avec les élus. Nous n'avons pas, nous, la main. Je dis souvent, les élus sont là pour décider. Nous sommes quelque part un outil. On construit où on nous dit, enfin, où les cadres, donc les plans locaux d'urbanisme nous disent de construire et comment on construit. Donc, ça ne peut se faire que dans la concertation. Donc, effectivement, il faut déjà des objectifs politiques clairs. L'un de ces objectifs, évidemment, c'est d'arriver à construire pour les locaux. Aujourd'hui, la seule réponse, et nous le déplorons depuis des années, qui était apportée, était le logement social. On considérait que le libre allait continuer à augmenter, tant pis, et que le problème du logement pour le Sud-Aquitaine allait se régler uniquement par le logement social. Bon. On en voit aussi un petit peu les travers, c'est-à-dire que le parcours résidentiel doit intégrer le logement social, mais bon nombre, surtout dans nos secteurs qui ne sont pas forcément très urbains, on n'est pas sur des mégapoles, donc les habitants locaux veulent aussi pouvoir habiter en pleine propriété, avec surtout depuis le phénomène Covid, avec un peu de jardin, etc. Voilà. Donc c'est très louable de pouvoir commencer son parcours résidentiel dans le logement social, mais il faut pouvoir aussi proposer du libre, ce que nous souhaitons fortement au sein de la FPI, à des prix abordables pour la population locale. Voilà. Donc ça peut se faire qu'en corrélation avec les élus locaux et en gros avec de l'aménagement. C'est-à-dire que le foncier est une denrée rare, extrêmement chère, et ça peut se faire qu'avec de l'aménagement auquel nous pouvons accéder à des prix abordables, nous aussi, en termes de foncier. Merci beaucoup Pascal. Arnaud, le mot de la fin, ça va être avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Écoutez, nous, comme le disait Pascal tout à l'heure, nous sommes des acteurs économiques et nous sommes des acteurs de la construction de la ville et de l'aménagement du territoire. Donc, bien évidemment, ça n'est pas à nous de décider ce que doit être l'aménagement du territoire. En revanche, on est là pour attirer l'attention des élus et je profiterai de ce mot de conclusion pour dire que nous avons beaucoup d'espoir parce que, comme vous le savez, il y a quelques jours, a été signé par les associations d'élus, a été signé par l'ensemble de la filière du logement et également par l'ensemble des fédérations de construction, un pacte national pour la relance de la construction durable. Parce qu'on s'est rendu compte que ce phénomène de malthusianisme urbain, il a été malheureusement, et l'État ne s'en est pas rendu compte, accompagné par tout ce plan de relance qui s'est focalisé sur la réhabilitation des logements anciens. Alors la réhabilitation du logement ancien, c'est très bien, c'est une nécessité, notamment sur le plan énergétique, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant car lorsqu'on réhabilite, on ne crée pas de logements nouveaux. Donc nous avons vu ce pacte national qui a été signé notamment par les associations d'élus comme la possibilité d'engager un dialogue sous la responsabilité des préfets qui vont recevoir la semaine prochaine une circulaire et j'espère qu'on va pouvoir se mettre tous autour de la table pour essayer d'avoir un débat non dogmatique en expliquant sur chaque territoire quels sont les besoins réels, quelles sont les contraintes effectivement que l'on doit intégrer pour la transition écologique afin de sortir par le haut de cette crise du logement neuf. Edgar, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? On vous a par téléphone, Edgar, vous êtes toujours avec nous ?
Je suis plus que jamais avec vous. Notre futur ministre de l'Environnement. On voulait vous entendre effectivement sur, peut-être pour donner un peu de perspective à nos auditeurs hein, et à nos téléspectateurs, puisqu'on est en visio, on ne vous voit pas. C'est le type de projet là, sur lequel vous travaillez en ce moment. Je crois que c'est votre siège. Hein. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble voilà, un bâtiment du futur, quelque part, économe et écolo et qui coche toutes les cases du bien-être dans son habitat? Déjà, c'est un bâtiment où la caméra du président n'est pas raccordée, ce qui fait des économies substantielles d'électricité. Trêve de plaisanterie. On applique systématiquement, et je pense que c'est une tendance lourde, le principe du négawatt. D'abord, la sobriété du bâtiment. Donc, une enveloppe avec une isolation hors du commun, on tangente l'habitat, le logement passif. On n'a quasiment pas besoin d'énergie. Donc, ça se traduit par, comme l'évoquait tout à l'heure mon collègue, donc à des infrastructures béton et un manteau en bois avec une isolation renforcée qui fait qu'on affaiblit le besoin thermique de manière très importante. Le deuxième principe du négawatt, c'est l'efficacité énergétique. Donc c'est surtout un contrôle des températures, un contrôle de la distribution d'énergie de manière très fine. Et là, le numérique intervient dans ses meilleures facettes. Donc c'est pas un bâtiment qui est bardé de capteurs et autres, mais il y a des fonctionnalités pour à la fois piloter, surtout enregistrer l'intégralité des consommations pour pouvoir effectivement savoir où on en est en temps réel. Et le dernier point, après avoir restreint les besoins et bien piloté, c'est l'usage des énergies vertes. Donc sur ce bâtiment, on utilise la géothermie profonde, l'énergie bois et le solaire en complément, ainsi que de la production photovoltaïque. C'est un bâtiment où on a à la fois notre siège et une résidence étudiante, donc ça se veut vraiment un référentiel très appliqué avec une possibilité de retour d'expérience. Juste une dernière question également pour Hervé Lapastour qui est avec nous, Eiffage. Est-ce que c'est un virage qui est pris au sein du groupe aussi de bâtir voilà, plus écolo en respectant les normes avec par exemple ce quartier dont vous pouvez nous parler hein, la rive droite s'est enfin réveillée à Bordeaux avec le quartier Brazza, le quai de Brazza, la résidence In Love. Oui, je pense que pour un groupe comme le nôtre, c'est bon là. Oui, vous m'entendez? Ça y est, vous êtes là. Allô? Oui, vous êtes là. Excusez-moi. Pour un groupe comme le nôtre, pour un groupe comme le nôtre, je disais, c'est important de prendre le virage du bas carbone. Hein. On va tous être confrontés et aujourd'hui, on met en application les choses. Donc, nous, c'est important. Souvent, on nous compare un gros paquebot et donc, c'est important pour tous les acteurs de la construction dont on fait partie et les jeunes générations aussi. Hein. Moi, je trouve que, moi, je fais partie un peu des vieux maintenant, mais les jeunes qui rentrent chez nous, ils ont, sur ce sujet-là, plus d'expérience que nous. Ils ont appris ça à l'école, ils sont formatés là-dessus. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous. Et c'est peut-être ceux qui ont 35, 40 ans, qui n'ont ni vu ça à l'école, ni l'expérience de construire, qui ont le plus de mal à s'accrocher. Donc, c'est une vraie révolution dans le groupe et c'est motivant pour tout le monde. Après, je suis un peu sur nos projets, donc rive droite, on est enclin aussi à penser beaucoup au confort d'été. Hein. Ce que disait Edgar, c'est on a des performances en termes d'énergie de consommation, mais c'est surtout aujourd'hui, c'est prendre en compte l'été, hein, puisque nous, on va être soumis, l'Aquitaine, à un réchauffement, comme tout le monde, mais assez important. Et donc, je pense que c'est une prise de conscience aussi de faire une architecture plus sereine là-dessus et de prendre vraiment en compte ces problématiques-là. Sur la rive droite, Brazza, on en parlait. Bon, on est dans un cas où l'urbanisme est négocié, donc chaque opérateur proposait des projets et était en concertation avec les élus. Donc, on est en train de. C'est vrai que je suis d'accord. Il n'y a pas le moratoire, il ne prononce plus ce mot-là. C'est plutôt un peu une pause et une réflexion. Et je pense que début d'année, on va reprendre des négociations sur des permis en cours. Donc, nous, on a un projet en cours de livraison, en cours de construction qui sera livré au printemps l'année prochaine. Et sur les prochains permis, je pense qu'en début d'année, on va reprendre une négociation en prenant en compte tout ça, le végétal aussi, pas forcément sur les bâtiments, mais autour des bâtiments. Et c'est assez intéressant. Et c'est une remise en cause de notre façon de travailler, mais c'est indéniable que c'est important.
Merci en tout cas à tous d'avoir participé. Alors Fanny, qu'est-ce qu'on a entendu ce matin sur ce thème stigmatisation du logement neuf dans la région de Nouvelle-Aquitaine? Je reprends le terme, un malthusianisme urbain, nous a dit Arnaud Roussel-Provost, le président de la FPI de cette région. Effectivement, on a aussi cette région, alors on le sait, en plus, je suis un peu, c'est ma région de cœur, je suis palois, j'ai fait mes études à Bordeaux, donc j'adore cette région bien évidemment, elle est magnifique. Elle attire de plus en plus de monde. Il y a cette pression démographique. Il y a de plus en plus de gens qui redécouvrent. On a eu l'effet aussi LGV. Du coup, on sait qu'on a besoin aujourd'hui de plus en plus de logements. J'entends aussi ce que nous a dit notre Pascal. Effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout a été fait que pour le social. Ça veut dire que pour se loger, il faudrait être pauvre. C'est quand même pas très glorieux à l'époque où la grande majorité des Français est quand même dans une grosse classe moyenne. En tout cas, messieurs, on a compris également que la solution passait par le bas carbone, par des constructions, comme nous a dit Edgar Valero, comme nous a dit Hervé Lapastour, qui sont de plus en plus économes, effectivement, qui relient les deux ponts. Et on est content d'en savoir que les nouvelles générations s'emparent du sujet. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci à Jason pour la technique. Merci à Jean-Charles qui m'aide à préparer cette émission. Merci à tous. Rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau numéro de l'Hebdo des régions. On sera dans le Grand Est, Fabrice. Merci à tous, à très bientôt. L'Hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.